Ici, aux alentours de Sétif, les montagnes sont arides, écrasées de soleil, que supportent, indifférents, quelques moutons égarés. Un peu plus à l'est, la guerre fait rage, en Libye. Les Anglais ont repoussé Rommel, et les regards se tournent de nouveau vers l'Europe, où la conquête ou la reconquête semble désormais possible. Dans les rues de Sétif, les conversations résonnent du nom de ce général rebelle à Vichy, Charles de Gaulle. Tous ceux qui ont une TSF connaissent sa voix avec ses intonations vibrantes qui enjoignent de se rallier à ce qu'il appelle la France libre. Les autorités françaises en place, d'abord fidèles à Pétain et Darlan, ont fini par céder sous la pression des Américains. Elles se sont lancées dans une vigoureuse campagne de mobilisation afin d'inciter le plus grand nombre à venir libérer la mère patrie. Devant la caserne, des centaines de civils, hommes jeunes, au visage émacié, tendus, se pressent malgré la chaleur dans la lumière aveuglante, réverbérée par les fortifications chaulées. Certains venus en groupe cachent mal leur nervosité en plaisantant sur les rencontres féminines qu'ils feront en France après la victoire, quand ils seront des héros et que la fortune sera à portée de la main. D'autres, absorbés par le balai des camions militaires qui déposent à chaque fois de nouveaux arrivants, semblent habités par la gravité de leur engagement. Le sergent recruteur, installé derrière une petite table branlante, enregistre les nouveaux venus. Il fait signe à l'un d'entre eux d'approcher. « Toi, ton nom ?»« Belaïdi, Abdelkader. Âge, 21 ans, depuis septembre. Mobilisé ou volontaire ?» Abdelkader ne répond pas. Il attend que l'autre le regarde, mais le sergent est pressé. Il y a du monde. Il replonge la tête dans ses formulaires. « J'ai entendu l'appel du général de Gaulle. Je suis volontaire. »« C'est 5 ans. Tu sais lire, écrire, compter ?» Abdelkader acquiesce. Une signature, un coup de tampon sur un mince feuillet, puis il rejoint le petit groupe qu'on lui a désigné. Tous le regardent de biais. Il est le seul maghrébin au milieu des pieds noirs. L'un d'eux, voulant faire le malin, lui indique un second groupe exclusivement composé d'Algériens. « Tu t'es trompé, les illettrés, c'est là-bas. » Tous s'esclaffent. Humilié, Abdelkader baisse la tête, ne dit rien, prenant l'attitude soumise qu'ils attendent de lui. Mais soudain, faisant volte-face, il saisit brutalement l'insulteur par le col. « Je n'ai pas bien entendu. Tu peux répéter, s'il te plaît ?» Ces mots sont crachés entre ses dents. Son regard est acéré. L'autre se déballonne. « Je n'ai rien dit, je te jure. » Abdelkader le relâche. Un silence passe sur le groupe. En Italie, les Américains ont déjà débarqué, faisant vaciller le régime fasciste. Mais après avoir rapidement progressé, les troupes alliées sont arrêtées devant la petite ville de Monte Cassino. Leur commandement sait qu'ils vont devoir sacrifier de nombreuses troupes. Et dans les casernes, la préparation des nouvelles recrues s'intensifie. Sans perdre de temps, les hommes enchaînent maniement des armes et saluent aux couleurs, confection, du pactage et respect de la discipline. Ils font l'apprentissage bâclé de réflexes qui, peut-être, leur sauveront la vie. Quand Abdelkader reçoit son uniforme, il comprend d'emblée que le départ pour Alger est imminent. Malgré sa détermination, il se sent fléchir à l'idée de se séparer des siens. C'est la première fois qu'il va quitter l'Algérie, et qui sait s'il y aura un retour. La veille du départ,
il est autorisé à passer la soirée dans la maison familiale, au cœur de la Casbah. Le repas vient de se terminer. Sa mère, aussi émue que lui, s'était forcée de garder le sourire chaque fois qu'elle revenait de la cuisine, avec de nouveaux mets pour le choyer. Son père, d'habitude réservé, n'a eu de cesse de le féliciter pour le grade de caporal qu'il a obtenu quelques jours auparavant. Il est vrai qu'ils sont rares parmi les Algériens de souche à seulement tenter l'examen. Puis vient l'heure des adieux. Ils s'embrassent, gauche, rendus maladroits par l'émotion, mêlée d'angoisse qui les envahit. Et voilà, à court de mots, une dernière étreinte, puis Abdelkader quitte la maison la gorge nouée. Il se découvre soudain capable de rentrer directement à la caserne. Il erre dans Sétif, comme s'il voulait s'y perdre, prétendant ignorer pour quelques instants encore ce destin qu'il a pourtant choisi. Il ne se savait pas superstitieux, mais ses pas l'ont guidé inconsciemment jusqu'à la fontaine Ain el Fouara, où lui reviennent les paroles de son père. Si tu bois cette eau avant de partir, c'est le gage de ton retour. Il regarde au-dessus de lui la délicate statue de marbre qui orne la fontaine, autrefois importée par les Français. Son regard s'attarde sur cette femme nue, blanche, immobile, puis il remarque d'autres jeunes soldats fébriles, venus adresser un dernier salut à leur vie d'avant. Comme eux, il boit quelques gorgées d'eau. Une forte houle déporte le navire allié, dont la route même est sans cesse déviée pour éviter les torpilles allemandes. La présence d'un U-boot, quelque part sous les eaux noires de la Méditerranée, n'autorise plus les trajets directs. Dans la cale sombre bondée de tirailleurs venus de tous les horizons de la France coloniale africaine, les Européens sont rares. Les hommes sont entassés sans confort, pelotonnés sur leur pactage. Certains ne supportent pas la mer. L'odeur rance des vomissures se mêle à celle de l'huile des machines. Le grondement ininterrompu des moteurs, les plaisanteries éculées des hommes qui cherchent à tromper leur inquiétude, les ordres aboyés, contradictoires, inutiles. Tout cela forme un vacarme assourdissant et n'offre à chacun qu'un mauvais sommeil entrecoupé. Depuis Alger, Abdelkader a senti la peur prendre inexorablement le pas sur son envie de combattre. Enfin, le roulis cesse, et les hommes sont débarqués sans ménagement dans la lumière crue de la baie de Naples. Aussitôt débute la marche vers les montagnes des Abruzzes. Et en une longue file, les tirailleurs empruntent des routes tortueuses qui traversent des villages en ruine dévastés par les bombes. En longeant les cratères géants creusés par les explosions, Abdelkader ne peut s'empêcher d'imaginer les hommes, les femmes, les enfants qui vivaient là. Ils ont les visages de sa propre enfance, de ses camarades, de ses parents. Heureusement, la fatigue est abrutissante. Cela fait diversion. La douleur de ses membres, les pieds contusionnés dans des lourdes godillots, l'accapare tout entier. Des sentiers sinueux succèdent aux routes de terre et la pierraille crisse sous les semelles. Le jeune caporal, ne voulant pas démentir son grade, s'efforce de donner le change. Il cultive sa démarche énergique et puise son courage sur les visages déterminés de ses tirailleurs. Chargés de leurs bardas, ces hommes marchent sans scier. Il y a parmi eux des Algériens comme lui, mais aussi des Tunisiens, des Marocains, des Sénégalais,
qui tranchent par leur peau ébène, et enfin des Berbères, les goumiers. Ces derniers portent des djellabas rayés, des sandales, des chèches et arborent une tresse nouée sous le rebord de leur casque plat. Ils intriguent beaucoup Abdelkader, surtout depuis qu'il a appris que ce sont des mercenaires payés selon leur courage au combat et pour qui la solde justifie seul leur engagement. Un nouveau col et le vaste paysage d'une vallée aux champs irrigués s'offre à eux. Remontant péniblement à leur rencontre, une autre colonne apparaît au cœur d'un halo de poussière. Les tirailleurs reconnaissent bientôt les Américains qui sont venus relever. Ils ont l'air hébétés, leurs vêtements sont sales, déchirés. Parfois leur calot est grotesquement soulevé par un turban de gaz ensanglanté. Certains clopinent, soutenus par des béquilles. Parvenus à la même hauteur, les deux colonnes se toisent en silence. Ceux qui ont souffert regardent les soldats aux uniformes flambant neufs et se remémorent les hommes qu'ils étaient il n'y a pas si longtemps. Les nouveaux ne peuvent s'empêcher de craindre le sort de ces soldats abîmés, prématurément vieillis. Bonnes vacances à la montagne. Le cri a été lancé par un officier américain en français. Malgré son bras en écharpe, un large sourire fatigué troue sa barbe de plusieurs jours. Chez les tirailleurs, les hommes échangent des regards inquiets, puis des voix s'élèvent et chantent pour conjurer la peur. Nous avons tout quitté, parents, gourbis, foyers, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Nous serons là pour mourir à ses pieds. Abdelkader est parcouru d'un frisson. Pour la première fois, il a le sentiment profond du lien qui l'unit à ceux qui l'accompagnent. Mais cette simple harmonie est bientôt mise à mal par les kilomètres supplémentaires de marche harassante. Les soldats pénètrent dans le camp américain où les Alliés achèvent de plier bagages. C'est une cohue où se mêlent blindés manœuvrant dans la foule et tirailleurs à la recherche de leur unité, camions de troupes et voitures d'officiers français zigzagant parmi les Américains sur le départ. Une tente tout juste dressée, devant laquelle se pressent déjà agents de liaison et sous-officiers venus aux ordres, indique le PC du capitaine de l'unité. Abdelkader se ferait un chemin jusqu'à elle, croisant radio et estafette, bousculé par des soldats chargés d'énormes caisses. Il aperçoit enfin le capitaine, un petit homme robuste concentré sur la carte d'état-major dépliée devant lui. Caporal Belaïdi, au rapport, mon capitaine. Je n'ai pas encore de groupe. Malgré la frénésie ambiante, l'autre prend le temps de le jauger du regard, puis lui désigne deux hommes à l'entrée de la tente, qui installent un phare de jeep alimenté sur une batterie de camions en prévision de la nuit. Prends ces deux-là, vous ferez équipe avec le caporal Leroux et ses hommes. Où est-il cet animal ? Un jeune Français aux yeux clairs et au visage ouvert surgit du fond de la tente et salue Abdelkader d'un sourire franc. Avant de se replonger dans sa carte, le capitaine leur donne une dernière directive. Vous complétez la section du sergent Martinez. Allez, qu'est-ce que vous fichez encore là ? La suite demain. Vous pouvez vous abonner.